BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Le Club de la Bourse chaque soir jusqu'à 18h avec nos invités, Christian Cambier, président de Swiss Life Gestion Privée, Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis. C'est intéressant cette séance, on a reculé de quasiment 1,5% sur le CAC, et puis sous les 5000 points bien sûr, et dès qu'on arrive là, à certains niveaux, 4950, 4930, on voit que ça intéresse des investisseurs, Christian. Pas moi. Pas encore. Ça non, vous intéresse pas encore? Pas moi, non. Moi, vous savez, j'ai une intox qui me perturbe un tout petit peu là maintenant. C'est l'alignement des planètes. Tout le monde a le même discours consensuel. Pardon, la parité euro-dollar, ouais. On devait y aller, bon pour l'instant on n'y va pas. Il y a toute une... les apprentis sorciers sont à la manœuvre, le QI, c'est ça, ouais. Non, le QE, mais on oublie la IQ sans doute. Donc si vous voulez, je me méfie beaucoup de l'espèce de machine de guerre. Tout l'argent du quantitative easing est censé aller dans les marchés. La parité, on en a parlé. Donc je pense que on a été un peu vite. Et moi personnellement, c'est une occasion rêvée pour sortir des marchés, des valeurs qui me paraissent un peu surévaluées. Vous n'avez pas encore envie de revenir? Je vous ai déjà parlé que j'étais short sur LVMH, je maintiens ma position. Mais par contre, comme je suis obligé de placer mon argent, l'argent de mes clients, il faut bien que je trouve des idées. Alors j'ai fait un pari, sûrement stupide, mais le pari suivant, comme les matières premières, le pétrole et tout ça sont au tapis, ouais. Bon, je fais le pari que c'est là qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que comme elles sont au tapis, si vraiment les marchés anticipent une amélioration mondiale, et j'ai des indicateurs que c'est pas encore le cas, les ventes automobiles en Indonésie ont reculé de 25%, les magasins Vuitton à Hong Kong, je peux vous dire que ça se passe pas très bien, bon, etc. La Chine n'a pas encore terminé sa lutte contre la corruption, il y a des campagnes contre les grandes voitures, les grandes marques automobiles à la télévision chinoise, comme les Chinois savent le faire. Donc, si, tant que tout ça n'aura pas repris un cours normal, si tout ça si les marchés anticipent une amélioration de tout ça, à ce moment-là, les matières premières vont repartir. Donc je joue. Donc c'est là qu'il faut être aujourd'hui. Donc je joue les matières premières à contre-courant de ce que bien sûr, du marché aujourd'hui. Comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Donc c'est tout ce qui est au tapis. Je pense à des valeurs parapétrolières, je pense aux valeurs pétrolières, je pense aux valeurs de matières premières. J'ai quand même une valeur de matières premières qui valait 3 milliards, qui vaut plus que 100 millions. 3 milliards, 100 millions, ça interpelle. Bon, à 100 millions, si ça valait 3 milliards, ça vaut peut-être la peine. Ça veut dire, Christian, mais juste, vous dites, vous avez des indicateurs, là, vous regardez les ventes de Vuitton à Hong Kong, les ventes de voitures en Indonésie, évidemment, c'est très pertinent, mais ça veut dire qu'à un moment, vous aussi, vous pensez que tout ça va s'arrêter, qu'on va toucher un point bas et que ça va se retourner. J'en sais rien, moi, j'ai pas... mais si vous achetez du pétrole aujourd'hui en faisant ce pari-là... mais je suis persuadé que ces valeurs de matières premières ayant touché le plancher, si... ça repart, celles-là repartiront beaucoup plus vite que les LVMH. Si par contre ça plonge à nouveau, LVMH aura une marge de baisse supérieure à mes valeurs qui sont elles déjà au tapis. Donc c'est un raisonnement minimaliste pour essayer d'être investi, mais sur les trucs qui sont vraiment qui ont à la casse, beaucoup dérouillé. Ouais. Bon, Sébastien, vous aimez être aussi, vous, un peu contrariant là sur le pétrole. Alors, bon, aujourd'hui, ça a bougé un petit peu. Il y a évidemment l'offensive saoudienne au Yémen, il y a les négociations avec l'Iran, donc il y a un aspect géopolitique là qui réveille un peu les cours du pétrole. Mais est-ce que plus fondamentalement, là, c'est un secteur auquel vous êtes intéressé? Oui, donc clairement, moi, je suis contrariant, pas pour être à tout prix contrariant. Non, bien sûr. C'est comme ça qu'en bourse, on fait les bonnes affaires. Warren Buffett, quand il achète des titres exceptionnels, ils achètent à un moment donné où justement personne n'en veut pour acheter au son du canon. Voilà. Moi, là où j'ai un avis quand même un peu différent, c'est que j'ai du mal. Alors, comme je suis contrariant, j'ai du mal en effet avec le fait que tout le monde aujourd'hui est d'accord avec cet alignement des planètes. Je l'ai déjà dit sur votre écran, même ma maman est au courant. Donc j'ai tendance à penser que c'est dans les cours. Sauf que quand on est discipliné, ce qui est mon cas, je regarde aussi beaucoup la valorisation. Alors le ratio le plus idiot ou le moins intelligent, c'est le PE, celui que tout le monde regarde. C'est vrai qu'il n'est pas si attractif. Donc le prix sur bénéfice, le prix auquel je paye les bénéfices. La seule chose, je pense qu'il y a 2 éléments, c'est qu'aujourd'hui on sous-estime malgré tout encore les bénéfices des sociétés, et notamment avec l'effet de la baisse de l'euro par rapport au dollar. J'étais en Italie hier et avant-hier, j'ai vu beaucoup de sociétés italiennes. Les résultats sur le premier trimestre risquent d'être très bons.
et en grande partie aussi avec cet effet-là. Et clairement, c'est pas pris en compte par le consensus. Parce qu'on attend quoi quand même, une croissance à 2 chiffres là des bénéfices 2015 des entreprises européennes. C'est grosso modo ce qu'on... On est légèrement, ouais, c'est ça, aux alentours de 10-12%. Ça pourrait être plus, vous nous dites. Ce qu'il faut, à mon avis, avoir en tête, c'est quand même les sociétés européennes, notamment industrielles, ceux sur lesquels je suis très exposé, ont fait un travail énorme ces dernières années sur leur structure de coûts. Et que demain, si vous avez que 3-4% de croissance du chiffre d'affaires, vous avez un levier opérationnel qui est très fort. Le deuxième élément, c'est les valorisations. Alors c'est un petit peu technique. Moi, je fonctionne pas comme ça, mais Monsieur Marché, les analystes fonctionnent comme ça, à partir de DCF pour essayer de valoriser une société. Alors les DCF, on peut leur faire dire ce qu'on veut et n'importe quoi. La seule chose aujourd'hui, c'est que quand on prend dans le DCF le coût du capital, comme on est dans un environnement de taux très faible, historiquement, l'investisseur était prêt pour cette classe d'actifs risqués à gagner plutôt 8,5%. Aujourd'hui, des investisseurs, 5%, 6%, ça peut leur suffire. Alors c'est pour ça que je dis que le DCF c'est souvent idiot parce qu'on peut faire changer les chiffres beaucoup, mais en tout cas l'aspect valorisation et avec moins d'attente de rendement, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a moins d'attente de rendement. Alors c'est pas forcément sain, mais en tout cas je pense si on est dans une bulle, on est qu'au tout début de la bulle. Et le dernier élément, c'est qu'il y a des inefficiences de marché. C'est là où par contre je suis tout à fait d'accord. C'est qu'on a un marché sur le PE justement qui va se péter à peu près 15 fois, mais on a des titres comme Nestlé, comme Danone, comme Essilor qui sont des très bons titres de très bonne qualité, mais comme plus personne ne veut acheter des obligations, ça rapporte pas rien. Là, je pense, on crée une bulle parce que quand on a du Nestlé à 24 fois les bénéfices, ça a beau être une excellente société, c'est beaucoup trop cher. A contrario, d'autres valeurs industrielles comme du Imeris, comme du Michelin qui se payent rien en termes de PE, sur lequel on a un levier, ou sur des majors pétrolières ou du Technip. Moi, j'ai déjà à peu près 12-13% du fonds qui est exposé sur des acteurs comme ça ou sur un Rio Tinto où je sais que j'ai un rendement, parce que sur Royal Dutch Shell, j'ai un rendement de 5-6%, qui a priori est sécurisé, mais j'ai une valo qui est pas du tout celle de Nestlé. Et puis j'ai la même chose sur un acteur comme Rio Tinto, qui est aujourd'hui devenu une machine à cash. C'est pas encore pris en compte parce que les investisseurs ne s'intéressent qu'au prix du cuivre. J'ai aucune idée du prix du cuivre. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui la société est capable de générer du free cash dans cet environnement. Si ça s'améliore, on va avoir un retour de cash exceptionnel pour les investisseurs. Christian, pourquoi vous n'aimez pas la baisse de l'euro là? Je vous ai vu. Je suis pas d'accord avec cette thèse. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec cette thèse qui dit la baisse de l'euro va accroître les bénéfices des entreprises. Oui, mais pourquoi vous y croyez pas à ça? Parce que tous les pays sont en train de pratiquer ce système d'apprenti sorcier, donc d'alimentation, de baisse compétitive. Le japonais l'ont fait. J'ai jamais gagné autant d'argent. Oui, mais c'est notre tour là. C'est à notre tour. C'est purement optique et mécanique. Et si tout le monde baisse sa monnaie de 30%, à un moment on revient au niveau. Sauf que là, pour l'instant, c'est la nôtre qui baisse. Oui, mais chacun son tour. Mais c'est artificiel. Je dis Sumitomo Chemical, que j'ai doublé, le cours a doublé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un effet mécanique de la baisse du yen. Donc, si chaque personne dit ma monnaie a baissé, du coup, c'est du windfall profit. Ça veut dire on rapatrie plus d'argent, mais ça veut pas dire qu'on vend plus. Exactement. Pour l'instant, ce sont des gains, disons, artificiels. Et s'il n'y a pas de relais en volume, on aura des surprises. Donc c'est une sorte de vis sans fin que les apprentis sorciers du monde entier ont mis en route. C'est un nouveau jeu. Il y a le baccarat, il y a la roulette, il y a etc. Et on va juste voir comment ça se termine. Mais c'est un truc qui s'appelle la vis sans fin. Et la vis sans fin, à un moment, il y aura un pépin. Ouais. Donc moi, je veux pas jouer avec ces gens-là. En plus, si vous regardez bien la smart money. La smart money dont on va y venir, Christian. Okay. Je veux juste que Sébastien réponde là sur l'euro-dollar parce que je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre les entreprises qui sont capables d'augmenter leur volume de vente, parce qu'au final, comme le souligne très justement Christian, c'est quand même ça, c'est vendre plus qui fait qu'on produit plus derrière, ou est-ce que c'est juste des effets financiers de translation parce que ma monnaie s'est dépréciée? Si c'est que la translation, en effet, c'est du casino et c'est pas du tout ce qui moi m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'aujourd'hui, une société qui est déjà forte technologiquement gagne encore plus en termes de compétitivité prix, donc peut gagner des parts de marché par rapport à des acteurs américains notamment. Et puis l'autre effet, qui est pas pour tout de suite, peut-être que c'est trop tôt, mais on peut avoir ça en tête, c'est justement le cas de plusieurs sociétés italiennes que j'ai pu voir. Elles ont quand même beaucoup réduit dans certaines industries les capacités. Si le monde continue d'aller pas trop mal avec une croissance mondiale de 3-4%, certaines industries vont se retrouver avec des manques de capacité d'ici 2016. D'où des réflexions sur les capex, où je vais les mettre. L'investissement productif, c'est la clé de tout. Les sociétés italiennes que j'ai pu voir, vu les changes aujourd'hui, qui risquent quand même d'être un petit peu, il y a quand même des éléments fondamentaux et c'est pas que du gambling, elles sont plutôt parties pour créer des usines demain supplémentaires ou des capacités, ou ça en Europe.
Et ça peut créer un cercle vertueux. Et un pays comme l'Espagne, sur lequel je suis assez fortement exposé, a à mon avis beaucoup de choses en main, puisque industriellement ils sont pas si mauvais que ça, et c'est un des rares pays en Europe qui a autant baissé son coût du travail, et il gagne beaucoup de parts de marché au niveau mondial, et notamment par rapport aux Français. Christian, la smart money, donc on explique la monnaie, l'argent intelligent, c'est les grands fonds d'investissement, les actionnaires historiques des sociétés, Vincent Bolloré, la famille Decaux et autres. Ils vendent tous là aujourd'hui. Alors, ils sont tous en train de... Quand je vois des gens quand même a priori pas complètement stupides comme Colony et Euraseo, hein, on les voit travailler depuis des années, quand on les voit se dégager, quand on voit Airbus qui refusait de vendre ses Dassault Aviation depuis 20 ans, d'un seul coup ils les vendent, quand on voit un certain nombre d'introductions en bourse qui sont extrêmement sursouscrites, même dans des trucs très compliqués comme Serenix Therapeutics ce matin, je suis toujours un petit peu réservé. La dernière fois qu'on nous a fait le coup, c'était au plus haut du marché il y a l'année dernière, donc quand je suis très méfiant. Et ça se vérifie historiquement, ça, quand Euraseo sort d'un dossier, derrière le dossier n'a plus de vie boursière. Regardez par exemple Wendel a eu la même stratégie de sortir en général des participations comme Veritas l'autre jour, Veritas, oui. Comme par hasard au plus haut. Donc je suis toujours très méfiant. Et il y a un environnement global qui me perturbe beaucoup parce que je l'ai jamais vécu, donc je suis encore un gamin là-dessus, hein, malgré mon grand âge. Donc c'est les taux négatifs. Quand je vois des taux négatifs partout et que les gens payent. 2000 milliards de dettes en Europe à taux négatif. Non, qu'on me dise pas qu'il n'y a pas un léger vice dans le système de la vis sans fin. Vice, mais ça crée pas pareil. Donc, si vous voulez, je reste perturbé par ce qui se passe. J'ai toujours dit que les trois choses qui se passent, c'est-à-dire l'euro, le pétrole et je sais plus quoi. La baisse des taux, les taux bas. La baisse des taux, voilà, c'est très bon. Mais quand c'est les trois en même temps, avec la violence à laquelle ça s'est passé, je pense qu'il y a un problème de fond. Bon. En même temps, on est en train de revenir à 5000 points sur le CAC, là. Oui, bah écoutez, tant mieux, je vendrais mieux. Sébastien. Non, mais moi du coup je suis un bébé. Si vous êtes un gamin, moi je suis vraiment un bébé. Moi, ce que je retiens par contre de toutes les crises par le passé, alors c'est sûr qu'il y a sans doute une anomalie dans le système, mais ce qui est ça au niveau des sociétés, et ce qui n'est pas le cas justement quand on compare à toutes les autres crises, c'est que les sociétés aux US, en Europe, au Japon, ont des bilans sains, ont déjà des free cash flow qui sont sains, notamment en Europe, sans beaucoup de volume. Moi, je regarde pas le PE, je regarde le rendement des flux de trésorerie. C'est vraiment ce que la société crée. Aujourd'hui, on a des rendements qui, je crois, en moyenne sur le marché sont autour de 4-5, ce qui est pas si mauvais et historiquement qui est plutôt un bon chiffre. Moi, dans mon portefeuille, j'ai des free cash flow yield, donc des rendements sur flux de trésorerie, qui sont plutôt aux alentours de 6, voire parfois 9-10%. Ces sociétés-là, je suis protégé. Même si demain, j'ai pas forcément beaucoup de croissance, j'ai ce cash qui me protège. Et quand on regarde, certes, il y a des placements, mais quand on regarde justement l'acquisition du chinois sur Pirelli, il n'y a pas encore des primes qui sont complètement dingues. Ils payent pas très cher finalement un actif qui est de bonne qualité, sur lequel il n'y a pas encore eu beaucoup de progression des bénéfices. Vous voyez pas d'euphorie. Donc pour le moment, moi je suis très très contrariant dans cette approche-là. Donc je me méfie quand il commence à y avoir beaucoup d'OPA, beaucoup d'introductions en bourse. Alors les introductions, je les fais pas parce qu'en général, elles sont justement très très chères. En revanche, sur des OPA de sociétés industrielles, les multiples sont pas complètement délirants aujourd'hui. Donc on a encore un peu de temps et puis quand tout le monde veut être investi à moyen long terme mais attendre une petite correction à court terme, moi j'ai pas vraiment de prétention de savoir à tout prix l'avenir. Je me dis pourquoi sortir à tout prix, parce que peut-être que la baisse ne viendra pas. Surtout ce que je disais tout à l'heure, l'investisseur américain qui fait quand même le marché aujourd'hui avec la baisse de l'euro, il n'a pas vu forcément de hausse sur le marché européen. Il n'a pas encore bien profité effectivement du marché européen, bon, sauf si c'est couvert du risque de change évidemment. Mais voilà, effectivement, là sur cette séance-là, c'est à peine une séance de baisse au final, au fixing, puisqu'on est revenu à l'assaut des 5000 points. Le fixing justement en direct. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. On refait la séance avec nos invités en plateau. Christian Cambier, président de Swiss Life Gestion Privée, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Monsartis, et par téléphone, Xavier Robert est avec nous, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie. Bon, un CAC qui s'est montré quand même solide en fin de séance, Xavier, avec l'automobile là qui a été assez massivement racheté. Très solide marché de manière générale, mais c'est surtout le secteur auto qui a fortement rebondi. Le seul secteur en hausse au final en Europe sur cette journée, avec pratiquement 1% de hausse. Pas de catalyse particulier pour expliquer le rebond, mais bon, on est quand même en face de forces assez importantes, toujours positives pour les marchés actions européens de manière générale. On ne parle pas du tout de la France uniquement. On a vu également le mouvement de l'euro-dollar dans l'après-midi qui a beaucoup aidé. Vous l'avez mentionné, entre 1,1050 et 1,0915
0,15 sur les derniers côtés. Ça a été un mouvement très macro cet après-midi sur le marché. Ça prouve encore une fois la résistance aux alentours des 5000 points pour le CAC de ce marché. Bon, mouvement très macro, effectivement, il n'y a pas eu d'informations particulières. On rachète l'automobile. Bon, alors je disais, il y a eu quelques placements là, enfin ça continue, on a quasiment un placement par jour, Xavier. Là, il y avait Dassault Aviation Airbus qui a placé un bloc du capital, et puis Vincent Bolloré qui a vendu aussi une partie de Havas. Évidemment, à chaque fois, ça met un peu les titres sous pression. Ouais, tout à fait. Alors après, il faut voir que les placements ces derniers temps sont assez massifs en termes de taille. Hors France, on a vu notamment un placement de la bourse de Dubaï sur le LSE de plus de 2 milliards de dollars ce matin également. On se rappelle du placement Accor par Colony et Euraseo d'il y a 2 jours maintenant. Donc là, on a Dassault Aviation, on a Havas. Alors ces deux-là étaient plus attendus, surtout celui de Dassault Aviation. Celui de Havas, on ne l'attendait pas aussi rapidement, ni d'ailleurs d'une telle ampleur. Mais il est sûr qu'il y a toujours un appétit très fort pour les opérations de paiement en ce moment sur le marché. C'est vrai que c'est pour vous un signal d'alerte, ce que vous disiez tout à l'heure, Christian. Enfin, ça peut poser des questions. Ruby a annoncé une acquisition importante. Ils ont annoncé une augmentation de capital. Il se trouve que c'est une de mes plus grosses positions. Donc dans le secteur pétrolier, stockage, c'est ça. Voilà, le stockage de produits pétroliers, mais aussi d'huile de palme, de produits qui sont très compliqués à garder partout dans le monde maintenant. Puis ils ont aussi les stations-service, etc. Dans les Caraïbes, en Corse, ils sont courageux, voilà. Et donc, si vous voulez, Ruby a annoncé une opération importante. Eh bien, ça n'a pas empêché le titre de gagner 4%. C'est-à-dire qu'on est capable aussi d'analyser les situations. Je pense que un des vrais sujets des marchés qu'il faut surveiller, vous avez qu'à remarquer, c'est l'euro-dollar. Ouais. Bon, moi personnellement, tout le monde dit qu'on va à la parité. Je pense qu'on n'ira pas. Pour 3 raisons. La première, c'est que les Américains ne veulent plus. Ils commencent à ne pas être contents, à tirer la langue. Les Allemands ne veulent pas que l'euro soit une monnaie faible. Et la troisième raison, elle est tout bête, c'est que les gens ont gagné énormément d'argent en shortant l'euro et en étant long dollar partout dans le monde depuis le début de l'année. Et j'ai vu les résultats des hedge funds depuis le début de l'année. C'est colossal ce qu'ils ont gagné. Ils ont fait leur année en 2 mois sur l'euro-dollar. Bon, mais quand vous avez des positions longues comme ça ou short euro, il faut à un moment les dénouer. Donc tous ces gens-là, c'est ce qu'on a vu là. On est remonté à 1,10 $. C'est pas terminé. C'est pas assez. Des centaines de milliards. Ces gens-là jouent très très gros, avec des effets de levier. Donc je pense qu'il y a au moins 3 raisons pour penser, je peux me tromper, que l'histoire de l'euro faible est terminée. Sauf accident sur la Grèce. Je suis d'accord. La volatilité sur les devises, souvent Sébastien, c'est ce qu'on met en avant comme étant le plus important. Enfin, c'est-à-dire que la tendance, c'est une chose, mais ce qui peut gêner les entreprises, c'est quand il y a beaucoup de volatilité, quand c'est compliqué à gérer. C'est vrai que là, on a eu énormément de volatilité depuis la Réserve fédérale la semaine dernière. Ça part un peu dans tous les sens sur l'euro-dollar. C'est compliqué parce qu'un industriel, il va pas faire sa stratégie sur des volatilités de devises qui changent tous les 2 mois. Par rapport à ce qui a été dit, en fait, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi, oui, je suis d'accord dans le sens où ça risque d'arriver, on risque peut-être d'avoir une petite remontée de l'euro, mais pour moi, c'est avant tout des phénomènes techniques. Le fait que des shorts se rachètent, il n'y a pas grand-chose de fondamental. Je pense qu'à contrario, on pouvait se demander pourquoi le dollar était si peu cher, alors que l'économie, elle est quand même beaucoup mieux que l'économie européenne qui va mal depuis 7 ans. Il n'y a pas de croissance depuis 7 ans en Europe. C'est parce que, justement, la planche à billets tournait fortement aux États-Unis et que la Banque fédérale agissait. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont irrationnelles, qui sont complètement imprévisibles. Et c'est pour ça que quand je fais un cas d'investissement, c'est pas une dominante. Pas sur la parité. Moi, aujourd'hui, ce que je regarde, et encore plus que d'habitude, surtout dans un environnement où l'argent n'est pas cher, l'argent vaut rien, c'est la capacité des dirigeants à bien allouer le capital. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je trouve qu'on est dans des marchés où il y a beaucoup d'inefficience, il y a des valeurs qui sont très chères, d'où peut-être aussi certains placements, mais il y a aussi des opportunités d'investissement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que dans beaucoup de consolidation aujourd'hui, c'est souvent pas sur des logiques de synergie de coûts, mais plutôt sur les synergies de vente. Et ça crée de la valeur. Et donc, si en plus, c'est quoi, c'est un exemple? On peut avoir un exemple concret là? On peut avoir l'exemple de d'Imeris qui a acheté la société grecque il n'y a pas très longtemps. On peut avoir, ça j'ai eu aussi en portefeuille, Sorin, une valeur italienne spécialisée dans les pacemakers historiquement, mais qui fait des valves aussi aujourd'hui, qui fait une fusion avec un gros acteur aux États-Unis. Voilà, tout ça c'est les synergies de vente et ça doit créer de la valeur. Donc si vous le faites en plus à des prix raisonnables, donc c'est là où je pense que l'investisseur discipliné il doit regarder les valorisations, puisqu'aujourd'hui
peu de gens les regardent. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on disait ça baisse, peut-être il faut acheter, mais il n'y avait pas grand-chose de fondamental. Ce qui permettait d'acheter, c'était les valorisations qui étaient au tapis. Aujourd'hui, moi je trouve que les valorisations restent raisonnables. Par contre, il faut être très discipliné aussi sur la capacité des managements à ne pas faire n'importe quoi du cash. Et c'est là où, à partir des inefficiences, les stock pickers vont peut-être enfin, ce qui n'était pas le cas depuis 2 ans, revenir dans le match et recréer de l'alpha. Xavier Robert, chez Odo et compagnie, là, quand on voit cette séance, on est tombé à 4930 sur le CAC, on rebondit de 1,5% sur ce point bas. Bon, on termine encore en baisse, mais voilà. Est-ce que ça veut dire que ça marque la fin de la correction ou est-ce qu'il peut y avoir encore là quelques séances de baisse à court terme pour permettre peut-être à d'autres investisseurs de rentrer finalement? Je pense que bien malin est celui qui est capable d'appeler le point bas de la correction dans ce trend de marché haussier. Je suis moi-même bien évidemment pas capable. Ce que je peux vous signaler par contre, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, on est quand même rassuré d'un certain côté par voir la puissance des flux acheteurs qui peuvent revenir sur le marché dès qu'il y a des corrections un petit peu importantes et qui provoquent des points d'entrée pour pas mal d'acteurs qui sont peut-être un petit peu encore sous-investis. Je pense notamment aux Américains sur l'Europe en ce moment. Donc le trend est toujours présent. Maintenant, il y aura des vagues de correction encore comme celles qu'on a connues. Seront-elles plus longues, seront-elles plus courtes? Ça, je n'en sais rien. Mais on est quand même encore une fois dans un marché sur lequel il peut exister beaucoup de nouvelles macros, notamment qui peuvent créer de forts soubresauts. On pense bien évidemment à la Russie-Ukraine, on pense bien évidemment à la Grèce, on pense bien évidemment à la remontée imminente des taux aux États-Unis. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent encore faire bouger les choses de manière très conséquente, mais le trend est là. Bon, Christian, vous n'êtes pas à l'aise avec ce marché, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vu là, parce que je suis en train de gâcher votre fête et tout ça. Alors je vais vous dire un peu mon sentiment. C'est que effectivement, je comprends plus tout, mais ça c'est normal, et que je suis un peu obsolète dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est un monde nouveau qui arrive. Je comprends plus rien. Quand je vois Stéphane Richard que j'ai vu vendredi, patron d'Orange, il y aura 20 milliards d'objets connectés en l'an 2020. C'est donc un monde nouveau. Il se trouve que les introductions en bourse, elles sont sursouscrites en ce moment. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont des choses nouvelles qui arrivent, et ça c'est tout à fait fantastique. Alors je suis pas complètement de la dernière couvée. La preuve, c'est que j'ai inventé un prix, je remets un prix chaque année, le prix de l'innovation textile, Théophile Legrand, et je l'ai remis samedi. Je l'ai remis mercredi à Paris au service de l'industrie, et à Fourmi dans le Nord, personne ne connaît, au service de l'homme. Et je l'ai remis à un garçon canadien pour avoir inventé un nanotextile à dégradation contrôlée pour la régénération d'organes. Bon, donc c'est pour vous dire que j'essaie quand même d'être dans le coup. J'ai 20 dossiers que nous avons sélectionnés avec des experts, et donc il se passe plein de choses, et c'est ça qui est fabuleux. Mais peut-être que l'argent doit être redistribué, retrouvé dans ces affaires-là. Et quand je vois ce qui se passe au Japon, qui est un marché que j'aime beaucoup, et où je gagne d'ailleurs beaucoup trop d'argent depuis 1 an, malgré le yen qui a joué dans tous les sens. Quand je vois Sumitomo Chemical, que je connais bien à cause de Rabiche en Arabie Saoudite, la raffinerie, etc., les résultats ce matin, c'est sur le smartphone. Sumitomo Chemical, smartphone. Quand je vois Fujifilm, qui faisait les petits films comme Kodak, il y avait les rouges Kodak et les verts Fujifilm, c'est le vaccin Ebola. Quand je vois Panasonic, qui est en train de renaître, vous savez, c'était les vidéos magnétoscopes, tout ça, dont plus personne ne se sert, et aujourd'hui, ils sont en train de refaire fortune sur les maisons. À Tokyo, qui sont énergie positive. Ils construisent 600 maisons, etc. Et c'est leur truc. Donc, on est en train de vivre une nouvelle époque, et c'est ça qui me permettra peut-être de me refaire une santé quand j'aurai tout vendu sur les marchés surévalués. Bon, et en même temps, vous dites que vous achetez le pétrole aujourd'hui aussi. Ça, c'est traditionnel. Là, c'est ma martingale. D'accord. C'est que je répète, je vais reprendre mon raisonnement du début, que c'est mon joker. Parce que personne n'en veut. C'est mon joker. Mais non, c'est pas pour ça. Ouais. Seulement, non, pas à ce point-là quand même, ça serait nul. Mais c'est un joker, puisque les marchés anticipent une nouvelle croissance mondiale plus forte que celle qu'elle n'est aujourd'hui. Il faudra bien que les matières premières prennent le relais. Et écoutez, le pétrole qui a divisé par 3, qui n'a fait que rejoindre les autres matières premières, toutes les matières premières, la plupart, le minerai de fer qui a baissé de 60%, le charbon qui a divisé par 2, tout ça, j'en ai. Bon, donc il y a sûrement
quelque chose qui va pas. C'est que si tout ça repart, faudra bien que ces valeurs-là reprennent. Et Valourec, qui est à la moitié de la book value, car moi j'ai un critère, c'est la book value, c'est-à-dire la valeur à la case d'une entreprise, j'aime beaucoup. Et le rendement c'est 5%, la book value c'est la moitié. Valourec, qui est dans une victime collatérale du pétrole, pour moi est un achat. Inpex au Japon, PetroChina qui rapporte 5% et qui vaut la book value en Chine. Donc j'ai toute une série de valeurs qui m'intéressent et que j'achète en ce moment. Messieurs, on marque une dernière pause. Sébastien Lemonnier, Christian Cambier, vous restez avec nous. Merci Xavier Robert d'avoir été avec nous pour la fin de séance ce soir. Responsable trading arbitrage chez Odo et compagnie, le CAC qui termine à peine en légère baisse. Moins 0,3%. On a quand même fortement réduit nos pertes par rapport au plus bas en séance et on termine même au-delà des 5000 points ce soir. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.